Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient déjà des questions pour activer le son. C'est tout simplement qu'il n'y avait pas de son jusqu'à présent. Donc normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Ce soir, nous allons parler de l'instabilité de cheville. Quelle prise en charge? On va commencer sans tarder parce qu'en fait nous sommes complets, hein. Vous êtes, ça y est, on a atteint le quota maximum que peut recevoir la plateforme. Vous étiez très nombreux ce soir à chercher à vous inscrire pour suivre ce webinaire. Il sera disponible en replay via le lien que vous avez reçu par mail. Donc, hop, on va démarrer directement. Hop là. Voilà. Donc, instabilité de cheville, quelle prise en charge? Je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie de votre patience pour cette attente. Je vais d'abord me présenter. Je suis Anne-Laure Chatin, masseur kinésithérapeute depuis 2006. Je travaille actuellement dans un cabinet libéral à Lyon et j'ai en parallèle une activité de recherche, développement et formation au sein d'Aliane. Le thème de ce soir est donc l'instabilité de cheville et je vais vous laisser la place à Pascal Toshi qui va se présenter également. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse, effectivement. Donc, je me présente, je suis Pascal Toski, je suis biomécanicien également. Je m'intéresse à la cheville depuis de nombreuses années. Et maintenant, je suis spécialisé dans ce domaine et je consulte dans le domaine de ma pratique kinésithérapique uniquement sur les problématiques de cheville, de préférence les chevilles qui posent des problèmes. Alors, je vais vous présenter, selon la thématique de la soirée, comment l'on peut essayer, dans ces temps qui sont un petit peu instables, c'est le cas de le dire, essayer de trouver un parcours avec des repères qui permettront de mettre en place un parcours de soins jalonné, mais jalonné par des éléments qui sont des éléments maintenant reconnus sur le plan scientifique, sur le plan international, en nous appuyant sur des recommandations qui sont bien établies par des sociétés savantes internationales et également par des techniques qui sont validées ou en cours de validation. Alors, le premier point, c'est cette fameuse première entorse. Cette fameuse première entorse, eh bien, vous savez qu'elle a été longtemps banalisée, c'était un peu une fatalité. On fait des entorses parce que nous sommes des bipèdes et c'est un peu la rançon de la gloire, si on peut l'exprimer comme ça. Et cette première entorse, eh bien, c'est à ce moment-là que va se jouer l'avenir de la stabilité et de l'intégrité de la cheville. Car très très souvent, eh bien, lorsque les choses n'ont pas été prises en charge correctement, eh bien, on va évoluer vers ce qu'on appelle des récidives. Ces récidives vont probablement installer des instabilités et la sanction finale, c'est malheureusement la dégradation du cartilage, des troubles chondrales qui, au jour actuellement, eh bien, n'ont pas la possibilité d'être traités autrement que par une arthrodèse lorsque les dégâts sont trop importants. Donc à ce niveau-là, nous avons tous un rôle important et une responsabilité importante. Et cette première responsabilité, c'est de tout d'abord éliminer les lésions associées. On verra un peu plus tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui se fait de façon systématique dans les services d'urgence, qui est très bien fait. Le deuxième, c'est maintenant bien établi par les sociétés savantes chirurgicales. Lorsqu'on a une lésion ligamentaire de grade 3,
eh bien, on ne se pose pas de question. Il faut mettre une immobilisation stricte. Et ensuite, lorsque l'on est dans le cadre d'entorse sans lésion associée, eh bien, dans tous les cas, il faudra pratiquer une rééducation le plus précoce possible. Parce que très rapidement vont s'installer les inhibitions, vous verrez tout à l'heure avec Anne-Laure, les inhibitions, les compensations, les dysrégulations posturales et tout le cortège que nos cabinets de kinésithérapie connaissent très bien. Donc, je rappelle, au risque de passer pour un petit grand-père gâteux, faites attention, les premières entorses, elles sont très très importantes à prendre en charge. Ensuite, lorsque l'on sera dans le second stade, c'est-à-dire dans l'instabilité chronique avérée, eh bien là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que on va avoir beaucoup de facteurs et puis surtout, le traitement va être très complexe. Et pour là, il faudra avoir eh bien, des compétences, il faut avoir une connaissance et il faut s'appuyer fortement sur ce que les cliniciens et les chercheurs internationaux nous font parvenir tous les ans. Alors pour commencer, avec ces sociétés savantes, eh bien, on va aller s'appuyer sur celui qui réunit des cliniciens, qui réunit également des chercheurs, qui s'appelle l'International Ankle Consortium. Et ce International Ankle Consortium, depuis de nombreuses années, eh bien, vient nous donner des recommandations. Et au mois d'octobre 2019, il a produit un symposium de très grande qualité. Et à cette occasion, eh bien, un éminent chercheur, qui est une personnalité très importante dans le domaine de la cheville et surtout de l'instabilité de la cheville, qui est Jay Hertel. Et Jay Hertel, eh bien, nous a apporté un ouvrage, une publication absolument précieuse et absolument incontournable, où il nous indique quels sont tous les facteurs, dans l'état de la connaissance actuelle, tous les facteurs qui vont venir influencer ou qui vont venir parasiter cette instabilité de cheville. Alors, j'ai 3 publications que vous pouvez télécharger sur ce webinaire. Vous aurez la démarche qui vous sera probablement donnée tout à l'heure par Hortense. Et donc, celui-ci en fait partie. Je vous invite fortement, pour vous qui vous intéressez à la cheville, je vous invite fortement à le télécharger, à le consulter, parce que j'ai envie de vous dire, actuellement, c'est un peu la Bible et c'est la référence dans tout ce qui se passe dans la prise en charge de l'instabilité de la cheville. Donc, en gros, nous avons des lésions qui vont engendrer des problématiques mécaniques. Et à partir de là, on va avoir des lésions qui vont migrer soit du côté de la proprioception, de la perception, soit du côté du contrôle moteur, de l'action. Et à partir de là, eh bien, on va avoir un amalgame de problématiques qu'il va falloir un petit peu démembrer, analyser, objectiver, pour pouvoir avoir une démarche de qualité, pour pouvoir soigner ces entorses de la cheville qui ont évolué vers une instabilité. Dernier point, vous verrez, il y a 2 secteurs d'investigation qui se dégagent de ce schéma très important. En gros, on aboutit à des déficits qui sont d'origine périphérique et puis également à des désorganisations qui sont des désorganisations centrales. Alors, je voudrais vous faire un petit chapitre sur ce qui se passe dans la pratique courante actuellement. Pratique courante qui, normalement, devrait être une démarche diagnostique très standardisée, très protocolisée, et qui n'est pas tout à fait la réalité sur le terrain. Et cette démarche diagnostique, elle doit se faire à partir encore d'un schéma qui a établi Hertel en 2002, où ces instabilités de cheville vont être soit des instabilités d'origine mécanique, vous avez le schéma en haut à gauche, soit des instabilités d'origine fonctionnelle. Et puis, on a au milieu eh bien, des instabilités qui réunissent les 2 problématiques et tous les paramètres. Et cette démarche diagnostique, eh bien, elle doit être très rigoureuse. Et il est dans un premier temps absolument nécessaire, si on veut les prendre en charge correctement, il est absolument nécessaire de les séparer, de les scinder, pour pouvoir orienter notre patient dans les bons parcours et de façon à ce qu'il soit pris en charge de façon le plus correcte possible. Tout d'abord, il faut un examen clinique performant qui permet d'orienter le patient. Donc,
c'est le moment, formez-vous, il existe beaucoup d'intervenants actuellement qui connaissent parfaitement ces examens cliniques. Je vous invite à les suivre parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire la scission. Dans un premier temps, un examen clinique. Secondairement, être capable de pouvoir obtenir des imageries complémentaires et essentiellement les dégâts ligamentaires que le patient peut subir ou peut être porteur. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir orienter correctement. Soit on est dans un cadre mécanique, et là, il ne faut pas se poser de questions. Deuxième chose, deuxième jalon, deuxième repère, il ne faut pas se poser de questions. Il faut envoyer en consultation chirurgicale. Le chirurgien, spécialiste de la cheville, a l'habitude de ces problématiques. Il a des protocoles et des investigations qui vont permettre d'indiquer la sanction chirurgicale ou non. Et si on a affaire à une instabilité fonctionnelle, là, c'est la prise en charge thérapeutique par un kinésithérapeute. Alors, normalement, les choses devraient se passer de cette façon-là. Par contre, la réalité est tout autre. Et la réalité fait que lorsque vous avez un sujet qui est porteur d'une instabilité, qui refait encore une entorse de la cheville, eh qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner en service d'urgence, s'il n'est pas encore désabusé. Ensuite, on va, de façon tout à fait correcte, tout à fait professionnelle, éliminer des lésions associées, des lésions osseuses, des lésions chondrales, des lésions tendineuses. Et puis, le patient va repartir la plupart du temps avec une prescription de rééducation. Et c'est là, à ce moment-là, que le kinésithérapeute va se retrouver en première ligne. Et il se retrouve en première ligne, alors avec une responsabilité importante sur les épaules, que les organismes et les structures de tutelle ministérielle sont en train d'évaluer pour voir si le kinésithérapeute, dans un cadre bien établi, comme vous avez pu le savoir par le décret du 8 mars 2020, eh bien, si le kinésithérapeute va être capable de pouvoir faire cette prise en charge encadrée par une structure et accompagnée par un secteur médical. Mais en attendant, eh bien, jusqu'à ce que cette évaluation et ces tests soient finis et établis, eh bien, nous avons quand même une responsabilité assez importante sur les épaules. Et pour ça, eh bien, il faut immédiatement être capable de dissocier la part mécanique de la part fonctionnelle. Il faut être en lien ou pouvoir adresser à un médecin qui va pouvoir effectuer un complément d'imagerie médicale. Et ensuite, dernier point et dernier facteur important, il va falloir être capable d'évaluer les déficits fonctionnels pour les rééduquer de façon très adaptée. Donc là, cette diapo était un peu longue, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et comment on aborde la problématique de ces facteurs fonctionnels de l'instabilité de la cheville? Donc vous savez qu'il y a deux boucles, la boucle sensorimotrice, donc la boucle sensorimotrice, pardon, qui se comporte des afférences proprioceptives et également de la commande motrice. Et puis tout ça doit être magnifiquement bien orchestré par le système central avec des retours d'informations, avec une coordination, et c'est ce qu'on appelle la cohérence sensorimotrice intégrée à la fonction. Quels sont les principaux déficits fonctionnels? Donc maintenant, ils sont également bien établis. On a des déficits proprioceptifs et sensoriels. Vous verrez que maintenant, il faut intégrer le sensoriel. Il y a bien évidemment la faiblesse musculaire des éverseurs, une altération de l'activité neuromusculaire dynamique, un déficit du contrôle postural, des faiblesses musculaires et bien souvent la faiblesse des abducteurs de hanche. Et puis enfin, cette fameuse limitation de la dorsiflexion qui va être un facteur très favorisant pour générer des entorses et leur récidive. Alors, deuxième élément important, vous aurez également la possibilité de télécharger ce document, c'est le consensus qui a été établi par l'International Ankle Consortium sous la direction de Eamon Delahunty, qui est un brillant physiothérapeute et chercheur irlandais. Et dans ce cadre-là, eh bien, ils ont établi les règles pour pouvoir évaluer, donc cette règle qui s'appelle ROAST, et pour pouvoir établir et évaluer les différents paramètres qui sont nécessaires pour prendre en charge une cheville et son instabilité. Et donc, dans ce consensus, il y a 10 points qu'ils ont répertoriés et qui sont toujours des points complètement d'actualité. C'est la douleur, l'œdème, l'amplitude articulaire, les dérangements articulaires, la force musculaire, équilibre postural statique, équilibre postural dynamique, la locomotion, le niveau d'activité physique, mesure des résultats rapportés par le patient. La plupart d'entre eux
7 sur 10 sont des éléments ou ont des moyens d'objectivation qui ne sont plus discutés et qui font parfaitement référence. La douleur, vous avez de quoi quantifier. L'œdème, vous avez des mesures millimétriques, centimétriques, pardon. Et tout le reste permet, a à sa disposition des moyens d'investigation tout à fait satisfaisants. Il y a 3 points qui actuellement font un petit peu débat et je vais essayer de vous présenter ce dont il s'agit et comment les choses semblent évoluer progressivement. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le diagnostic du déficit de la proprioception, il y a un test qui est considéré comme la référence, c'est l'Y Balance Test, que vous devez tous connaître. Ce Y Balance Test permet effectivement d'avoir une particulièrement bonne reproductibilité. Le seul point qu'on peut lui reprocher actuellement, c'est de venir tester la proprioception du membre inférieur dans sa globalité et qui n'a pas de spécificité sur la cheville. Donc à ça, le débat est en train de rajouter une notion qui a été montrée par deux groupes de chercheurs, des chercheurs français de l'Université de Savoie, Nicolas Forestier et Romain Terrier, et puis un chercheur canadien, Norman Tisdale, qui eux ont clairement établi, et maintenant les choses sont tout à fait rentrées dans la démarche habituelle lorsqu'on approche la proprioception de la cheville. Eh bien, il faut, pour pouvoir stimuler les capteurs qui se trouvent dans la soutalienne, il faut pouvoir immobiliser l'avant-pied, donc avec un ancrage métatarsien, et il faut pouvoir mobiliser l'arrière-pied autour de l'axe de Encke sur un mode tridimensionnel. C'est dans ces conditions qu'on pourra alors éveiller, solliciter, dynamiser les capteurs qui viennent donner des informations au système nerveux central sur le mouvement d'inversion, d'éversion également, mais d'inversion, qui est le mouvement lésionnel. Deuxième point, c'est mesure de la force défibulaire. Alors, pour l'instant, il est recommandé de pouvoir s'équiper d'un dynamomètre. Le dynamomètre, lui, est parfaitement reproductible. La mesure de l'outil en lui-même n'est pas contestable. Il y a plus de difficultés lorsque ce n'est pas toujours le même examinateur. C'est plutôt fiable en intra-examinateur, c'est plus compliqué en inter-examinateur. Et puis, ça demande quand même des installations qui sont particulières. Ce qui est sûr, c'est que c'est facile à effectuer et surtout, financièrement, c'est particulièrement accessible au cabinet. Actuellement, il y a deux éléments qui émergent et qui sont cités dans le document qu'a fait GRTEL au congrès d'Amsterdam. C'est tout d'abord l'appareil isocinétique. Donc l'appareil isocinétique, il vient mesurer un couple de force et il est particulièrement précieux, particulièrement pertinent, puisque c'est le gold standard, pour pouvoir évaluer une production de force et son suivi dans le cadre de la rééducation et de la progression. Le second, c'est effectivement, le second, c'est la capacité en charge, et là on est dans l'évaluation fonctionnelle pure, et c'est la capacité de mesurer le pic de vitesse de l'inversion en charge, avec tout le poids du corps, à haute vitesse angulaire, sur un mode de contraction excentrique. Donc les deux éléments sont en train de progresser fortement actuellement, avec des études qui sont en cours, de façon à pouvoir peut-être chacun de son côté apporter des éléments beaucoup plus performants et beaucoup plus objectifs sur cette problématique de force musculaire des éverseurs à l'occasion du mouvement traumatique. Enfin, le dernier, c'est la cohérence sensorimotrice intégrée à la fonction. Et cette cohérence, eh bien, pour l'instant, dans les recommandations, elle est basée essentiellement sur l'examen, l'œil un petit peu expérimenté du kinésithérapeute qui, à l'occasion d'une observation de déambulation, va pouvoir déceler des compensations, va pouvoir déceler des organisations qui sont des organisations pas tout à fait satisfaisantes pour une bonne locomotion et surtout pour être en capacité de pouvoir protéger sa cheville pendant la gestuelle dynamique. À l'occasion d'une conférence de consensus qui a été établie en 2016 sous la direction de Christopher Pierce, qui est un chirurgien qui travaille à Singapour, et dans le cadre d'une réunion de sociétés savantes dans laquelle
siégeaient les membres de l'Ankle Instability Group, qui sont des chirurgiens, eh bien, il y a eu une belle conférence de consensus qui a permis de donner des directions en termes d'évaluation et en termes de rééducation lorsque le sujet avait bénéficié d'une réparation ligamentaire anatomique à l'occasion d'une instabilité chronique du genou. Et là, ce qui a été donné comme des éléments ayant fait la preuve de leur efficacité, c'est la capacité de déambuler avec une orthèse déstabilisante d'arrière-pied autour de l'axe de Encke en mode tridimensionnel, ce qui permet, vous le voyez ici, de déclencher une proactivation, une contraction musculaire de 80 millisecondes avant l'impact du talon au sol. Ça, c'est un moyen particulièrement performant pour se protéger, tout du moins lorsque l'environnement est à potentiellement risque lésionnel. Donc, il y a une première étude qui a été faite en 2005 avec Nicolas Forestier et moi-même. Et puis ensuite, ces mêmes éléments ont été repris par un élève de JRTEL, qui est Luc Donovan, aux États-Unis, en Caroline du Sud, et Caroline du Nord, pardon. Et Luc Donovan, eh bien, a fait le même travail que ce que nous avons fait avec Nicolas Forestier. Il a traité, il a investigué, pardon, des sujets qui étaient des sujets sains et des sujets qui étaient instables. Et il a mis beaucoup plus d'électrodes pour pouvoir regarder le comportement musculaire. Il a trouvé exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire que 80 millisecondes avant l'impact du talon au sol, lorsque les sujets ont appris à déambuler sur une déstabilisation de ce type, eh bien, ils viennent mettre en place une capacité de se protéger en anticipation. Et enfin, il y a une dernière étude qui a été faite dans la revue renommée Gait and Posture, qui montre que sur un dispositif également ambulatoire, eh bien, on développait cette proactivation, on le savait, mais qu'il y a également un apprentissage et une persistance des effets lorsque le sujet s'entraîne de façon régulière. Donc voilà un petit peu ce que l'on connaît sur les éléments actuels ou à venir dans le domaine de la proprioception, dans le domaine de la force musculaire et également dans la cohérence sensorimotrice. Ensuite, eh bien, comment peut-on aller mesurer, évaluer et reprogrammer ces éléments en fonction de l'origine déficitaire? Donc, les origines déficitaires, eh bien, nous avons tout d'abord l'aspect proprioceptif et les incontournables, les éléments sur lesquels il faut absolument s'appuyer pour avoir une démarche de qualité dans cette prise en charge. C'est tout d'abord être capable de dissocier l'avant-pied de l'arrière-pied. C'est également d'être en capacité d'obtenir une mobilisation en charge de la soutalienne et sur un mode tridimensionnel. C'est de restaurer une acuité proprioceptive inférieure à 2 degrés. C'est les travaux de Korensen qui nous montrent que cette soutalienne est capable de détecter des mouvements d'inversion et d'éversion à partir de 2 degrés. Je vous assure que 2 degrés, c'est vraiment très très fin. Et c'est ce qui donne cette capacité particulièrement performante à la boucle sensorimotrice lorsque la proprioception est de qualité et qu'elle est capable de détecter à ce niveau de discrimination. Et enfin, il faut être capable, on vient de le voir, d'intégrer tout ceci dans une boucle fonctionnelle. Ensuite, est en train d'émerger, je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion de signal sensoriel. Et cette notion de signal sensoriel, elle est actuellement mise en avant, et vous pourrez le voir dans un article qui a été publié dans la revue de KSI, hein, de l'association des kinés du sport, en novembre 2019. Et les auteurs Delrabal, Picot et Fourché, eux, partent d'une notion qui est une notion sensorielle, où à partir d'un test, 3 tests fonctionnels qui sont dans le carré sur votre droite, eh bien, la possibilité, après un traitement de mobilisation talocrurale, d'un massage plantaire et d'un étirement du triceps sural, de venir vérifier si ces aspects, qui sont des aspects plutôt sensoriels, ont progressé ou sont toujours en situation déficitaire. Il y a également un travail qui a montré que l'électrostimulation de l'arche médiale du pied, un travail qui a été fait par nos amis suisses, Tourillon, Gozanovic, Sereau et Fourchet, qui montre effectivement qu'on a une augmentation, une amélioration significative de l'équilibre postural
après cette électrostimulation de l'arche médiale du pied. Et puis, nous avons en dernier lieu à évaluer et restaurer la performance des fibulaires. Et là aussi, quels sont les incontournables? Tout d'abord, ça paraît une évidence, mais il faut le faire, c'est cibler le groupe musculaire à renforcer, en l'occurrence les fibulaires. Ensuite, travailler en situation fonctionnelle, en opposant une charge égale voire supérieure au poids du corps. Ensuite, il faut travailler sur toute l'amplitude articulaire, c'est très important parce que ce qui était développé en course interne ne sera pas transposable en course externe. Or, une entorse de cheville, elle se fait et elle se finalise surtout en course externe. Il faut être capable de parcourir toute cette amplitude articulaire. Il faut bien évidemment intégrer un travail excentrique, c'est celui de la physiopathologie. On fait une entorse et on essaye de freiner sur un mode excentrique. Et ensuite, Graziani et Collado ont fortement bien montré que lorsqu'on travaille en excentrique, on a la possibilité de progresser sur un mode excentrique, mais également sur un mode concentrique. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, il faut être capable de déstabiliser la cheville en inversion à très haute vitesse angulaire. Ça, c'est les travaux qui ont été faits par Fong, qui fait partie également de l'International Ankle Consortium. Et Fong a montré que lorsqu'on démarre une entorse, l'inversion démarre avec un pic de vitesse de l'ordre de 600 à 650 degrés par seconde. Je vous assure que c'est particulièrement rapide. Voilà, avec tous ces éléments, nous avons actuellement des moyens pour pouvoir aller un petit peu dans le sens que nous a proposé Henkel, nous a proposé, c'est pas Henkel, c'est Hertel. Je me trompe avec les axes anatomiques de la cheville. Donc Jay Hertel, et je vous invite à plonger dans tous ces travaux parce que vous aurez matière à réflexion et probablement matière à devenir des praticiens hors pair. Voilà, je vais laisser la parole à Anne-Laure et puis je suis bien évidemment à votre disposition pour les questions secondairement. Voilà, normalement c'est tout bon. Merci Pascal qui nous a effectivement bien expliqué les différentes étiologies qui amènent à cette instabilité chronique de cheville et les différents axes de prise en charge. Moi, je vais aborder un autre axe qui est en fait la notion d'inhibition motrice. Donc, l'inhibition motrice, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un mécanisme qui est totalement normal et physiologique, un peu comme cette souris avec le chat qui a participé en fait à la survie de l'espèce et qui est sur une restriction de mouvement dans une situation de stress. En situation normale, on a donc un certain enchaînement des différentes activations musculaires qui vont se mettre en place avec une activation temporelle des muscles. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature d'un point de vue d'inhibition motrice? Donc, on retrouve tout d'abord sur cette littérature de 2005 une notion comme quoi l'enchaînement serait dysfonctionnel et que le nouveau mouvement créé est adaptatif. Cette revue de littérature a été faite sur l'instabilité de cheville, justement, et mettait en évidence que l'activation des fibulaires avait lieu en dernier lieu. Il n'y avait pas ce phénomène de proactivation dont nous a parlé Pascal. Et que donc on avait vraiment une perturbation du pattern moteur avec un enchaînement qui est dysfonctionnel. Autre point dans la littérature sur l'inhibition motrice, on retrouve sur cette publication de 2014 la notion comme quoi on a une perturbation de la qualité de la contraction musculaire avec la notion comme quoi suite à une immobilisation, alors bien entendu il y a des fois des immobilisations qui sont nécessaires, hein, on a parlé du grade 3, donc suite à une immobilisation de 45 jours, il est relaté une perte de force de l'ordre de 30% par rapport au côté sain.
Et enfin, toujours, notion d'inhibition motrice, donc ça c'est sur la thèse d'Aurore Meuniot en 2014, qui relate en fait un effacement progressif de l'image corticale, enfin de l'image motrice sur le plan cortical. C'est-à-dire qu'au niveau du cortex, il y aurait aussi une forme d'inhibition qui se mettrait en place, d'inactivation des zones correspondantes à cette activation, cette image motrice. Donc, les conséquences d'une inhibition motrice, c'est un peu ce que vous allez retrouver dans votre quotidien en tant que rééducateur. On est donc sur des atrophies musculaires, on est sur la gêne dans la stabilité de l'articulation. Ça, ce sont des choses qu'on retrouve pour l'instant dans la littérature. Hein. Je vous relate, je vous fais le point par rapport à ça, et puis après, on verra comment ça se passe justement dans la stabilité de cheville. Avec généralement un retard dans la rééducation, une gêne au renforcement musculaire, une perturbation du schéma moteur et puis surtout des douleurs qui passent au stade chronique. Là, on a vraiment parlé de la notion d'inhibition motrice. On était un petit peu concentré sur du local. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin sur la participation du cerveau dans la mise en place de cette inhibition. On a Julien Dajuriaguera qui est un neuropsychiatre et psychanalyste qui a d'ailleurs contribué à l'émergence de la psychomotricité, qui émet l'hypothèse comme quoi ce désordre moteur ne serait pas d'origine déficitaire, donc distale, mais qui proviendrait d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice. C'est-à-dire que la mise en place de ce mécanisme d'inhibition serait potentiellement peut-être plutôt au niveau de la base de la conception de la commande motrice, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et en effet, il ne faut absolument pas, c'est un fait, que chaque ordre moteur est initié par le cerveau et commandé par le cerveau, bien évidemment. Donc du coup, on peut envisager un petit peu deux origines dans l'inhibition motrice. On va dire une vision plutôt distale avec la modification des informations qui sont fournies au niveau des récepteurs, de l'articulation et du muscle. Et cette réduction de l'excitabilité des motoneurones empêcherait les voies supraspinales d'activer effectivement le muscle. Et en même temps, on pourrait imaginer une autre origine qui serait une vision plus proximale, c'est-à-dire pour le coup directement au niveau du cortex moteur, où les voies descendantes et les ganglions de la base, les noyaux gris centraux et entre autres le thalamus ont un rôle dans le filtrage et dans l'initiation du mouvement, et ce serait eux qui autorisent ou qui inhiberaient le démarrage d'un mouvement volontaire. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on va voir, on va détailler un petit peu cette vision proximale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, qu'est-ce qui se met en place. Au quotidien, comment ça se passe? On a des afférences extéroceptives qui arrivent. Donc il y a deux grandes étapes. Une première étape qui concerne l'intégration et la planification. C'est là où vous avez toutes les flèches qui sont continues, et une étape qui concerne plus l'exécution, c'est là où vous aurez des flèches qui sont plus en pointillés. Donc la première étape, en ce qui concerne l'intégration et la planification. Le cortex pariétal, hop, ici en vert. Alors attendez, je vais peut-être prendre le petit sticker, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Je ne sais pas si vous allez me prendre. Ou pas. Bon, donc le cortex pariétal ici reçoit donc des afférences extéroceptives. Les afférences extéroceptives, elles vont être sensorielles, comme par exemple la vue, et ça va arriver par la voie directe, la voie directe. Il y a également des afférences proprioceptives qui, elles, vont faire relais au niveau du thalamus pour, dans tous les cas, arriver au niveau de ce cortex pariétal. Ce cortex pariétal va alors élaborer un brouillon du mouvement, une première ébauche qu'il va envoyer au cortex préfrontal et frontal pour une relecture. Voilà, donc ça transite de là à ici. Et ce cortex préfrontal et frontal va déjà affiner ce brouillon et effectuer en quelque sorte un premier jet du script moteur qu'il va soumettre en relecture aux ganglions de la base et au thalamus à ce niveau-là, de manière à ce que eux filtrent, corrigent, on va dire, ce script moteur.
Et là, on est vraiment sur la zone de filtrage, c'est-à-dire que ce thalamus, par rapport aux informations et aux caractéristiques, on va dire, physiologiques qui ont été définies, il va évaluer si ce script moteur est en adéquation avec les possibilités physiologiques. Si ce script moteur est en adéquation avec les possibilités physiologiques, pas de problème, on passe à l'étape d'exécution. Et dans ces cas-là, la commande est envoyée au niveau des aires motrices supplémentaires et prémotrices, juste vraiment à ce niveau-là, qui elles vont vraiment définir la force, l'intensité, la qualité de la contraction musculaire, et également au niveau du cervelet, qui lui bien sûr va agir sur tout ce qui est coordination. L'ensemble est envoyé ensuite au cortex moteur primaire, qui lance l'exécution directement, en passant bien évidemment par le tronc cérébral, la moelle épinière, jusqu'à arriver au motoneurone musculaire. Qu'est-ce qui se passe quand notre thalamus considère que le script moteur n'est pas en adéquation avec les capacités physiologiques, que ce script moteur mettrait en danger, en quelque sorte, l'individu, parce qu'il considère que ce mouvement est non adapté, non sécurisé, non réalisable. Alors, ça peut être, il considère cela à partir des suites d'une immobilisation ou d'un schéma post-opératoire ou traumatique, et où dans ces cas-là, il reste entre guillemets dans ce schéma post-opératoire et traumatique, tout ça bien sûr de manière inconsciente, hein, ou alors sur un geste encore non développé, non appris, et il est sur quelque chose de non réalisable, et donc ça ne se lance pas. Et dans ces cas-là, on a vraiment ce qu'on appelle cette inhibition motrice d'origine centrale, puisque d'origine cérébrale, qui se met en place. Comment est-ce qu'on peut travailler sur cette inhibition motrice centrale? Bien sûr, c'est tout ce qui se joue dans la plasticité. Alors, on va déjà faire un petit rappel, c'est que dans la plasticité, on a deux versants. On a bien sûr celui qui concerne la création, le renforcement de nouvelles connexions de neurones, et surtout celui qui concerne la disparition de cellules par inutilisation ou non sollicitation. Et c'est bien ce qui se met en place en fait dans cette notion d'inhibition, c'est que des circuits non utilisés, il y a un moment, il y a du tri qui est fait, et on a la disparition des cellules correspondantes parce qu'elles ne sont pas suffisamment sollicitées. Donc, dans le cadre d'une immobilisation, c'est ce qui peut se produire, d'une immobilisation parce que cela est nécessaire, ou d'une immobilisation par appréhension du mouvement. En ce qui concerne la création et le renforcement de nouvelles connexions ou de neurones, on a deux types également de mise en place, une plasticité qui est dite activité dépendante, donc qui résulte tout simplement de l'activité de l'individu, c'est la répétition qui va permettre une forme d'apprentissage et donc de mettre en place ces connexions-là. Et une plasticité qui est dite de compensation spontanée, c'est celle qui se met en place effectivement dans les suites d'un traumatisme ou d'une chirurgie, avec une réorganisation un petit peu spontanée qui va se faire par entre autres les voies polysynaptiques cortico-réticulospinales et qui va permettre du coup de développer un nouveau schéma moteur qui peut être positif ou négatif, aller dans le sens de la boiterie, aller dans le sens de cette instabilité chronique fonctionnelle. Il va donc falloir corriger ce mouvement, il va donc falloir désapprendre pour réapprendre. Donc si je reprends ce schéma de Hertel, effectivement, on est vraiment sur cette zone centrale de neurosignature ici, avec, vous voyez, l'ensemble des sensations qui sont en relais avec les capacités motrices et les réactions, voilà, neuromusculaire inhibition. Et on est vraiment sur ce cycle de perception-action, c'est-à-dire que à la fois il y a la vision distale, j'utilise pas, donc ça va finir par effacer au niveau cortical, et en même temps la vision corticale, ça n'est pas utilisé, donc c'est effacé et donc ça ne produit pas derrière. Et on est sur ce phénomène de neurosignature effectivement qui va se mettre en place dans l'inhibition motrice d'origine centrale. Donc, dans l'instabilité chronique, effectivement, on peut se poser cette question. Je vous invite à vous poser cette question-là, en tout cas pour vos patients.
différents types de traitements. Donc là, je parle bien de l'inhibition centrale. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Donc pareil, on va aller chercher dans la littérature. On a tout ce qui concerne les plateformes, vibrantes ou oscillantes, qui permettent une amélioration de la qualité d'activation musculaire. On a également le dispositif Molux, dont Pascal nous a parlé aussi, qui permet de prévenir, renforcer, coordonner. La cryothérapie, qui en fait permet une fenêtre thérapeutique avec une diminution temporaire de l'inhibition sur le plan distal et du coup permettre une meilleure activation au niveau du cortex. Autre possibilité, bien sûr, l'exercice physique. On a vu que au niveau de la plasticité, on avait une plasticité qui était dite activité dépendante. Donc, par la répétition, on a une activation corticomotrice du muscle qui est significativement plus importante. L'électrostimulation également, alors qu'il y a une efficacité dont les bénéfices sont maintenus jusqu'à 30 minutes après l'arrêt du traitement. Le biofeedback, bien évidemment, avec l'amélioration de la puissance motrice et de la récupération fonctionnelle. Et je vais vous aborder le dernier point qui concerne la reprogrammation neuromotrice, mais un petit peu différente, un petit peu autrement. Un petit peu différente, pourquoi? Parce que là, on va donc chercher à modifier, corriger et surtout à acquérir un automatisme moteur de façon rapide et durable. Et un petit peu différente parce qu'on va intervenir sur la genèse des stratégies d'action motrice. On intervient directement sur la programmation. Un petit peu différente également parce qu'on part sur un trépied avec des sensations proprioceptives. C'est l'association, le travail sur la sensation proprioceptive, vous connaissez très bien. C'est la reprogrammation neuromusculaire, c'est tout le travail de proprioception qui est mis en place. Sauf que ces sensations proprioceptives, on va les intégrer en imagerie mentale et on va les coupler après à des sons de basse fréquence de manière à ancrer sur le plan cortical. Donc, sensation proprioceptive, vous connaissez. C'est le premier temps avec le bilan, l'évaluation, avec les différents outils dont Pascal nous a également parlé. On va surtout affiner ce bilan pour demander au patient quelles sont les sensations, lui, qu'il a. On va lui demander de définir les caractéristiques précises en termes de force, d'amplitude, de stabilité, que ce soit en chaîne ouverte, en chaîne fermée, en excentrique, en concentrique. Vous vous souvenez que le cortex moteur primaire a besoin de toutes ces informations pour établir le programme moteur. Donc il y a vraiment tout un travail proprioceptif qui va s'effectuer sur le côté pathologique, mais également sur le côté sain en miroir. Ces sensations proprioceptives, on va les intégrer en imagerie mentale. Alors, quel est l'intérêt de l'imagerie mentale? On commence de plus en plus à en parler dans le domaine de la rééducation. C'est un domaine qui a fait ses preuves, en tout cas dans le domaine du sport, qui est vraiment bien utilisé sur la prépa mentale et sur le repérage avec la visualisation dans le domaine du sport. Là, on va chercher à l'utiliser dans le domaine de la rééducation. Donc, l'imagerie mentale, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une équivalence corticale. C'est ce que vous voyez là sur le schéma à gauche, entre le mouvement imaginé ici en turquoise, le mouvement réellement réalisé ici en violet, et sur ce dernier schéma, la superposition des zones, et où vous voyez que quand le mouvement imaginé est égal au mouvement réellement réalisé, c'est ce qui apparaît en bleu. Alors la superposition n'est pas parfaite, mais elle est quand même relativement intéressante et c'est en ça qu'on parle d'équivalence corticale. Imagerie mentale, on retrouve également des équivalences neurovégétatives d'après la littérature. Donc en ce qui concerne toutes les réactions neurovégétatives entre le travail mental et réel avec les modifications du rythme cardiaque, les réactions cutanées. Et enfin, au niveau de la performance, donc là, on a vraiment des choses intéressantes sur le plan de la performance et de l'imagerie mentale. Tout d'abord, cette étude réalisée en 95, en sens plus large, qui a été faite sur des pianistes et qui montrait que 2 heures de travail physique associé à du travail en imagerie mentale équivalait à 10 heures de travail physique, donc avec un réel gain de temps d'un point de vue performance. Une autre étude, 92, vous voyez qu'on est sur des études qui ont déjà quelques années, mais où ça perce tout doucement en rééducation, et pourtant on a déjà des choses qui sont sorties depuis quelques temps.
qui indique que le travail en imagerie mentale permet une amélioration de 30% d'augmentation de la force maximale volontaire. Et enfin, des études un petit peu plus récentes qui vont détailler les différents types d'imagerie mentale. On va en fait distinguer de l'imagerie mentale visuelle. Dans l'imagerie mentale visuelle, on va avoir l'imagerie mentale visuelle extrinsèque, c'est-à-dire à la troisième personne. C'est quand, par exemple, vous filmez votre patient et que vous lui montrez la vidéo. C'est la prise de conscience. De l'imagerie mentale visuelle intrinsèque. Donc, on est toujours sur du retour visuel, c'est-à-dire à la première personne. C'est le principe de la caméra embarquée. Et enfin, de l'imagerie mentale kinesthésique, ou ce qu'on appelle plus communément de l'imagerie motrice, qui est vraiment sur les perceptions qui sont faites lors d'un mouvement. Donc, par exemple, lors de la marche, lors de la réception du sol, sur les perceptions des débattements articulaires, sur les perceptions de pose du pied au sol, sur les perceptions des différentes contractions musculaires, vraiment sur du kinesthésique et sur du proprioceptif. Et c'est pour ça qu'on va chercher ce travail proprioceptif dans notre trépied. Et donc, ces dernières études indiquent que l'imagerie mentale kinesthésique, donc l'imagerie motrice, serait plus puissante que l'imagerie mentale visuelle seule dans le cadre d'un apprentissage d'un mouvement. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher sur ce point-là. Donc, imagerie mentale et rééducation, avec la notion de plasticité, donc cette notion d'entraînement mental. Vous avez également cette publication sur l'effet de l'imagerie motrice dans la rééducation des lésions du système nerveux central et des atteintes musculo-articulaires au sens large, qui a été rédigée entre autres par Émeric Guillot et Christian Collet, ainsi que Muriel Grangeon. Qui récapitule un peu cette notion d'entraînement mental. Cet entraînement mental joue en fait sur la plasticité synaptique et sur la plasticité anatomique, qui a une répercussion sur le recrutement des unités motrices et la synchronisation de celles-ci. Donc on est vraiment sur la notion d'inhibition motrice d'origine centrale. Comment est-ce qu'on la modifie, la plasticité? Comment est-ce qu'on peut jouer, on va dire, sur cette plasticité? Là, il y a la plasticité de répétition, d'apprentissage, il y a la plasticité de compensation spontanée. Comment est-ce qu'on peut orienter cette compensation spontanée par effectivement cette notion d'entraînement mental? Le son de basse fréquence, qui était le troisième point de notre trépied, qui est utilisé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le thalamus est un gros consommateur de rythme alpha au niveau cortical. Le rythme alpha, c'est un rythme qui est situé entre 7 et 14 Hz sur le plan de l'activité cérébrale, à l'EEG. Et en fait, la modulation attentionnelle de ces rythmes alpha joue un rôle clé dans le filtrage de l'information au niveau du cerveau, puisque on est effectivement sur le thalamus qui est vraiment sur notre douanier, sur notre filtre d'information. Donc, instabilité chronique, vous voyez qu'il y a vraiment ces aspects plurifactoriels, ces différentes étiologies, l'étiologie qui est mécanique, qui relève du coup de la partie chirurgicale, et les étiologies qui sont dites plutôt fonctionnelles, qui peuvent faire suite à une atteinte mécanique éventuelle d'un point de vue évolution, avec beaucoup d'axes de prise en charge et surtout beaucoup de facteurs qui rentrent, et ce schéma de Hertel le récapitule assez bien, avec là effectivement des précisions que je vous ai apportées sur ce phénomène de neurosignature. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On vous laisse place aux questions, on prendra le temps d'y répondre entre Pascal et moi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet-là. Alors, j'ai une première question. Les capacités en imagerie mentale ne sont pas les mêmes chez tout le monde. En fonction de l'âge, par exemple, utilisez-vous des tests cliniques, questionnaires lors du bilan pour évaluer quelle imagerie mentale est la plus adaptée à la personne et ou si la personne est capable de réaliser ou non des tâches d'imagerie mentale?
C'est une très bonne question, vous avez tout à fait raison, nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'imagerie mentale. Il peut être pertinent d'effectuer des tests. Vous avez le test CAVIC qui effectivement permet de différencier l'imagerie mentale plutôt kinesthésique de l'imagerie mentale plutôt visuelle. Vous avez également les tests de chronométrie et de rotation mentale. Après, je pense que ces tests-là sont intéressants si on est dans le cadre d'un mémoire de recherche et qu'on veut avoir une standardisation au niveau, une uniformité au niveau des patients qui sont recrutés. Je suis d'avis, et d'ailleurs pour en avoir discuté avec Émeric Guillot également, que dans le domaine de la rééducation, il n'y a pas spécialement de frein par rapport à ça. Oui, il y a des bons et des mauvais imageurs, d'accord, mais pareil, c'est une question d'entraînement. Il y en a certains qui vont arriver très vite, tout de suite. Il y en a d'autres, ça va peut-être leur prendre plus de temps. Le seul risque que vous avez, c'est qu'au pire, ce soit inefficace. Bon, c'est pas bien dramatique. Donc voilà, donc oui, il existe des tests. Non, ils ne sont pas faits en séance, sauf si on est dans un cadre où on cherche sur un plan étude et du coup à uniformiser les patients. J'espère que ça a répondu à votre question. Je profite également pour vous rappeler que vous avez des documents à télécharger dans l'onglet en bas à droite qui concernent, alors il y a plusieurs documents, vous avez une publication sur les inhibitions motrices, vous avez également des documents que Pascal a mis sur les publications dont il vous a parlé. Voilà, il y a 4 documents que vous pouvez télécharger dans l'onglet documents à distribuer en bas à droite. Je vous rappelle également que ce webinaire est disponible sur demande pour l'enregistrement, pardon. Tous ceux qui n'ont pas pu se connecter malheureusement ce soir-là, puisque nous étions complets, pourront le revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à faire des retours via la personne qui vous a invité à vous connecter sur ce webinaire. Ça doit être Hortense, je pense, qui nous gère d'ailleurs toute la logistique. Alors. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, oui. Les massages ne sont donc pas à négliger dans la prise en charge. Non, en tout cas, il ne me semble pas qu'on l'a formulé. Ils ne sont pas à négliger. Après, vous avez vu que par les différents aspects et les différents paramètres, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ils ne sont pas à négliger parce qu'effectivement, vous avez le retour sensoriel qui se crée. Ils ne sont pas à négliger potentiellement, entre autres, dans une phase d'immobilisation s'il y a possibilité de lever l'attelle par intermittence à condition qu'il n'y ait pas de risque thromboembolique pour permettre de stimuler le retour sensitif. Pascal, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Vous m'entendez là? Oui. Okay. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est un peu les travaux qui sont faits actuellement par, entre autres, François Fourchet. Il est important d'aller masser ces muscles intrinsèques, toute la voûte plantaire, tous les éléments qui vont être les éléments d'appui et qui vont pouvoir libérer du signal proprioceptif et sensoriel sont, comme on l'a toujours su, fortement sensibilisés et fortement éveillés, surtout après une immobilisation, par le massage. Oui, le massage a sa place. Effectivement, il ne se réduit pas à ça, loin de là, il a sa place dans la prise en charge.
Très bien. Alors, d'autres questions éventuellement si vous le souhaitez. Nous avons encore quelques minutes à votre disposition, donc n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à poser. Je vois une question qui m'a l'air plutôt adressée. La mobilisation de l'arrière-pied peut-elle se faire uniquement de manière fonctionnelle, UX, plan instable, ou doit-on ajouter une mobilisation manuelle pour optimiser la rééducation? Effectivement, c'est une question également intéressante. Je crois qu'il faut bien séparer les deux aspects. Il y a tout d'abord l'aspect, on va dire, mécanique, blocage articulaire. Et c'est vrai qu'on ne peut pas éliminer et ne pas s'intéresser aux amplitudes articulaires, à leur bonne mobilisation. On a tous les tests que l'on sait, soit en kinésithérapie, soit en ostéopathie. Ils sont absolument incontournables et il faut les utiliser pour pouvoir mener à bien cette rééducation. Cette mobilisation de la soutalienne doit se faire manuellement lorsqu'on a une fonction ou une amplitude qui est restreinte, ça c'est sûr, mais pour libérer le mouvement, car ce mouvement va permettre secondairement de venir stimuler les capteurs. Les capteurs sont situés au niveau du sinus du tarse, et pour pouvoir être sollicités, ils ont besoin d'avoir un mouvement entre le talus et le calcaneus sur le mode tridimensionnel bien connu depuis Capenghi. Nous savons maintenant que si ce pied est en quelque sorte monolithique, s'il se contente de faire de la pronation ou de la supination, eh bien ce ne sera pas un pied qui viendra décharger et envoyer des informations proprioceptives de qualité. Donc le mouvement, oui, il faut le récupérer par des aspects manuels. Ensuite, la rééducation va devoir, en situation le plus fonctionnelle possible, devoir solliciter cette mobilisation de l'arrière-pied pour obtenir un signal de qualité. Je vous rappelle que, d'une part, il est nécessaire d'avoir un mouvement de l'ordre de 2 degrés pour pouvoir stimuler ces capteurs, donc il faut qu'ils soient suffisamment sensibles. Donc ça, c'est l'aspect discrimination, c'est l'aspect acuité proprioceptive, mais également, si on a des capteurs de très bonne qualité, de très grande performance discriminative, s'ils ne sont pas sollicités, ils n'auront pas d'effet sur l'information au niveau des centres supérieurs. Et ensuite, deuxième chose, pour qu'ils soient stimulés et informer le système nerveux central du risque potentiel, il faut qu'ils soient stimulés à un moment ou rééduqués avec des pics de vitesse qui sont de l'ordre de 650 degrés, du moins au moment du démarrage de l'entente. Donc voilà, hein, je résume, c'était un peu long. Oui, il faut mobiliser la soutalienne lorsqu'elle est immobilisée, et les tests le montrent très bien. Et ensuite, il faut rééduquer, mais la mobilisation manuelle ne suffit pas pour pouvoir reprogrammer correctement une fonction proprioceptive et un contrôle moteur en réponse. J'ai une autre question. Merci Pascal pour tes réponses précises et aiguillées sur ces mobilisations de l'arrière-pied. J'ai une autre question sur l'utilisation des sons de basse fréquence. Se fait-elle de manière arbitraire pour le choix de la fréquence ou existe-t-il des standards? Là, sur les sons de basse fréquence, on est en fait sur un dispositif médical qui a été breveté. Et donc, effectivement, la séquence de sons qui est mise en place n'est pas arbitraire. Voilà. Je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. On est grosso modo sur des fréquences qui sont entre 150 et 400 Hz.
Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question également. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. On s'accorde encore un petit peu de temps. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire sur les questions, les interrogations sur l'instabilité chronique de cheville. L'instabilité chronique de cheville, hein, pour rappel, succinct de manière quelques chiffres. L'entorse de cheville initiale, c'est 6500 consultations aux urgences par jour, d'après les derniers chiffres qu'on a. 90% concernent effectivement une atteinte externe, le plus souvent lors d'une pratique sportive, et notamment sur de la réception de sauts. Il y a vraiment cette notion de différents facteurs qui interviennent pour passer de ce stade de primo-entorse à une instabilité de cheville. Pascal nous a très bien détaillé tout ça. On a également abordé la notion d'inhibition motrice, l'origine, on va dire, distale, l'origine centrale avec la partie cortex. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur le parcours de soins, la place du kinésithérapeute également dans cette prise en charge, avec la notion éventuelle d'accès direct dans l'entorse de cheville et du coup la responsabilité qu'il en incombe avec un petit peu cette notion de plateforme d'aiguillage de manière à réajuster. L'idée de ce soir était de faire un peu un point par rapport aux différentes publications et consensus qui sont actuellement de mise, de manière à essayer de coordonner un petit peu l'ensemble, de réfléchir un petit peu sur l'ensemble, entre autres avec ce primo-accès, de manière à être dans tous les cas, l'objectif est d'être toujours le plus pertinent pour nos patients et surtout de les amener le plus loin possible et bien évidemment à la meilleure récupération. Il y a une question de Mathilde qui demande si, lorsque les gens possèdent une hyperlaxité au niveau de la cheville, les personnes ont, eh bien, est-ce qu'ils ont une stimulation de ces capteurs de façon tardive? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question telle qu'elle est posée. Tout ce que je peux vous dire, Mathilde, en réponse, c'est qu'on sait que les gens qui ont une hyperlaxité ont moins d'entorses que les gens qui ont des ligaments très serrés, on va dire. Et on considère que cette notion d'amplitude articulaire plus importante leur permet de prendre un petit peu de temps pour positionner la réponse motrice dans de meilleures conditions et que probablement ils ont la capacité pendant tout le jeu articulaire qu'ils parcourent eh bien, d'envoyer plus d'informations au niveau du système nerveux central. Voilà un peu ce qui se pense actuellement. Mais je ne peux pas vous dire si les capteurs sont aussi rapidement stimulés que lorsque l'articulation a une protection passive ligamentaire beaucoup plus serrée. Alors, juste pour apporter nos dernières précisions au congrès d'Amsterdam par rapport au nombre d'entorses, effectivement, les 6500 entorses qui étaient monnaie courante jusqu'à maintenant, ce sont les entorses qui sont répertoriées, hein, qui ont été vues aux urgences ou dans des structures qui ont un suivi des pathologies. D'après les récentes statistiques qui ont été présentées à Amsterdam, en France, on serait plutôt près de 12 à 15 000 entorses par jour, sachant qu'il y a pratiquement la moitié des personnes qui ne viennent pas plus consulter ou qui essayent de se débrouiller par des moyens qui leur sont propres ou qu'on a pu leur donner dans leur entourage qui ne sont pas forcément les meilleures solutions pour ce problème. Donc, beaucoup plus que 6500 entorses par jour. Merci pour ces précisions, Pascal, effectivement, qui
qui montre encore plus tout l'intérêt qu'on peut avoir entre effectivement par rapport à ces patients qui ne consultent plus ou qui, en désespoir de cause, vont éventuellement poser la question au pharmacien ou kiné du coin, si c'est pas la grande tante, pour savoir un petit peu ce qu'ils peuvent faire pour prendre en charge ces entorses. Et comme le dirait entre autres le docteur Yves Tourné, une entorse mal soignée, lui, il va derrière la récupérer en arthrose de cheville plusieurs années plus tard. Oui, puis je l'ai un petit peu abordé en introduction. C'est une vraie problématique sanitaire. Hein. 10 000 entorses par jour, c'est considérable, c'est des coûts énormes, mais c'est surtout des handicaps à moyen terme, puisque les gens qui ont commencé des entorses très jeunes, on voit des jeunes gymnastes qui ont des entorses à partir de 10-12 ans et qui vont les multiplier. Et c'est malheureusement des personnes qui, à 45-50 ans, se retrouvent avec une arthrodèse. Donc c'est pas anodin, comme on a pu longtemps le penser. Et je répète, s'il y a une profession qui a une place à prendre et une place à revendiquer, c'est bien les kinésithérapeutes, parce que nous avons tous les moyens de faire des diagnostics de qualité, et surtout d'être une plateforme d'orientation pour nous inscrire dans un parcours de soins qui est un parcours de soins en lien avec les médecins du sport, avec les chirurgiens, avec les échographes. Et le kinésithérapeute est un acteur qui est un acteur absolument, me semble-t-il, incontournable. Donc je vous invite, prenez votre place, elle est grande ouverte. Ouais. Alors Pascal, on a une question. Tu auras peut-être plus de réponses éventuelles. Connaît-on des données épidémiologiques concernant la répartition homme-femme dans l'instabilité chronique ainsi que le niveau d'âge? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'épidémiologie, hein, moi c'est plutôt le traitement fonctionnel, mais de ce que j'entends régulièrement, je n'ai pas d'informations concernant le niveau d'âge. Bien évidemment, la zone de recrutement, c'est la zone où les gens sont en situation sportive, d'activité physique sportive, puisque là, on a des recrutements qui sont importants, avec des sports qui arrivent en tête, comme le basket, le handball, également le badminton, qui sont des sports très sollicitants pour les chevilles, et qui, à partir de la première, si elle n'est pas bien soignée, vont générer régulièrement des récidives. Et puis, homme-femme, eh bien, j'ai vu passer une étude où manifestement les femmes seraient plus sujettes, enfin, auraient plus d'entorses, légèrement plus d'entorses que les hommes. Je ne peux pas vous confirmer par d'autres études. Est-ce que c'est dû à l'aspect ligamentaire ou est-ce que c'est dû à une musculature qui est peut-être moins performante que chez les hommes, puisqu'il y a toujours, même si les choses dans beaucoup de domaines sont en train d'avancer heureusement vers l'égalité, eh bien il y a toujours ce différentiel de puissance musculaire masculine liée aux hormones qui peut-être ont un effet protecteur supplémentaire. Je n'ai pas d'informations non plus dans ce domaine. Très bien, bah écoutez, je pense que nous allons peut-être clôturer là. Je vous remercie en tout cas de votre implication. Une petite dernière, Pascal. Une petite dernière sur une cheville avec plusieurs entorses, mais dans le cadre d'une prise en charge à distance. Quelques années après, la stimulation sensorielle est-elle aussi efficace que sur une entorse récente? Alors, je ne saisis pas tout à fait le sens de la question. Je vais essayer de répondre d'après ce que je comprends.
Donc, est-ce que lorsqu'on intervient par une consultation à distance, est-ce que la stimulation sensorielle est aussi efficace que sur une entorse récente? Alors, ça vient ouvrir la question des inhibitions, et peut-être que Anne-Laure, tu pourras Oui. compléter derrière, parce que moi, tu as également une grande expérience dans le domaine. Ce que l'on sait, les études qui ont été montrées avec des investigations au niveau cérébral par des ondes électromagnétiques, hein, par l'équipe de Gribol, et puis par des tests en immobilisation, ce que l'on sait, c'est que pratiquement après 48 heures, 72 heures d'immobilisation, que ce soit sur la cheville ou que ce soit sur le poignet, on a une perte d'efficacité d'environ 30% au niveau de la capacité du contrôle moteur. Donc les choses s'installent très très rapidement. Il est recommandé, fortement recommandé, et même lorsque les sujets sont porteurs d'immobilisation stricte, que ce soit une botte d'immobilisation, elle, c'est pas un problème, on peut l'enlever facilement. C'est plus compliqué lorsqu'il y a un plâtre. Eh bien, il est fortement recommandé d'essayer d'entretenir les activations des capteurs périphériques, sensoriels, sensitifs, pour limiter au maximum l'installation de schémas inhibiteurs qui vont poser des problèmes secondairement. Donc, j'ai envie de vous dire, effectivement, la consultation à distance, si elle n'est pas suivie d'une stimulation par le sujet lui-même des éléments sensorimoteurs ou sensoriels et proprioceptifs, elle sera forcément moins efficace que si la prise en charge était plus rapide. Voilà pour l'aspect périphérique. Anne-Laure, je te laisse la parole pour les aspects centraux. Alors sur l'aspect central, bon bah forcément plus vite on intervient, plus c'est facile, puisque potentiellement après on a vraiment des schémas qui se mettent en place. Dans le cadre d'une instabilité fonctionnelle chronique, on risque également d'avoir des dégâts mécaniques qui vont finir par être associés. Et où dans ces cas-là, qui dit dégâts mécaniques, dit effectivement on repart dans tous les cas sur la partie chirurgicale. Voilà. Après, dans le cadre d'une instabilité fonctionnelle pure, qui n'évolue pas d'un point de vue des atteintes mécaniques, qui reste stable de ce côté-là, il peut être toujours pertinent de faire cette stimulation sensorielle, c'est-à-dire plus exactement ce côté travail proprioceptif et imagerie mentale. Il y a plus d'effets, enfin plus vite on intervient, plus c'est facile, très clairement. Parce que le souci que par contre vous allez avoir, c'est qu'après un certain temps, vous avez une franche amyotrophie qui va se mettre en place et où bon, ça va être possible de redonner la commande. Par contre, il va falloir très clairement avoir un travail de réathlétisation à côté, de manière à potentialiser ce schéma qui avait été effacé pendant un certain temps. Parce qu'un schéma non utilisé refinit par s'effacer. Donc on peut redonner la commande, par contre il faut vraiment qu'il soit réutilisé, surtout si on est sur quelque chose qui est ancien. Voilà, je pense que ça devrait répondre à la question. Ouais, mais j'avais mis comme ça pour réfléchir. Okay. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie pour votre intérêt et pour vos questions qui étaient fort pertinentes. J'espère qu'on aura pu vous aiguiller un petit peu sur ce parcours de soins, sur cette place à prendre du kinésithérapeute. Pascal, si tu en es d'accord, je propose de clôturer ce webinaire. Oui, tout à fait. Je remercie également tous les participants et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à vous.